Alors, la gestation pour autrui, elle se définit comme un procédé médical qui consiste à avoir recours à une mère porteuse, c'est-à-dire à une femme qui va accomplir la grossesse d'un enfant qui n'est pas le sien, qui n'a pas de lien génétique avec elle, car la mère porteuse est inséminée artificiellement par le zygote qui est formé de la fusion d'un gamète mâle et d'un gamète femelle. Et après l'accouchement, la mère porteuse remet l'enfant aux parents qui sont dits d'intention. Donc cette nouvelle technique médicale suscite de vifs débats parmi les professionnels de la santé, les juristes, mais aussi parmi nos concitoyens. Dernièrement, il y a une actualité assez récente. Le 3 mars dernier, plusieurs experts du monde entier se sont réunis à Casablanca pour faire une déclaration pour demander l'abolition universelle de la gestation pour autrui. Ils considèrent que la gestation pour autrui porte atteinte à la dignité humaine et permettrait la marginalisation des femmes et des enfants. Donc ils demandent d'établir une convention internationale aux États pour abolir la GPA. Pourtant, elle semble bénéficier d'un soutien populaire important. Un sondage de l'IFOP de l'année dernière a révélé que 71% des sondés étaient favorables à la GPA pour les couples hétérosexuels et 57% pour les couples de même sexe. Donc cette question soulève non seulement des problèmes de droit, mais aussi des réflexions sur les évolutions de notre société. Donc il s'agira dans ce débat, au-delà des aspects juridiques, d'envisager les considérations philosophiques, mais aussi bioéthiques que la GPA soulève. Donc pour nous éclairer sur ce sujet, nous accueillons ce soir deux intervenantes spécialistes dans la matière. Notre première intervenante est avocate au barreau de Paris et membre du Conseil national des barreaux. Elle est l'auteure de divers ouvrages sur la GPA, dont la GPA Données et plaidoyer, paru aux éditions Dalloz en 2019. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir chaleureusement Caroline Mécari. Merci beaucoup pour cette jolie introduction, bien équilibrée, et merci pour votre invitation. Et je suis ravie de pouvoir participer à ce débat sur la question de la gestation pour autrui entre altruisme et marchandisation. Et notre seconde intervenante est donc maître de conférence à l'Université Paris-Saclay, porte-parole de l'association Juristes pour l'enfance et auteure elle aussi de divers ouvrages, dont PMA-GPA, la controverse juridique après le mariage pour tous, l'enfant pour tous, aux éditions Teki en 2014. Je vous prie d'accueillir chaleureusement Aude Mirkovitch. Donc pour commencer, les intervenantes auront 10 minutes chacune pour présenter un peu ce sujet avant d'avoir diverses questions que je poserai. Je vous en prie, madame. Bon, alors, les choses sérieuses vont commencer, c'est parti. Avant d'aborder la question de comment on légalise la GPA, parce qu'en fait, je ne vais pas vous faire du droit, mais je vais plutôt essayer d'alimenter votre réflexion autour de cette possible légalisation de la GPA, je voudrais faire 3 observations préliminaires qui viennent de ma pratique. En 20 ans, ce que j'ai pu constater, c'est que le désir d'enfant, c'est le désir qui est le mieux partagé par l'ensemble des personnes qui existent sur Terre. Et ce n'est pas un désir qui... Enfin, si, on peut l'expliquer bien évidemment, mais c'est un désir que rien n'arrête. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Et avant, lorsque les techniques médicales n'existaient pas, et que des personnes étaient infertiles, eh bien, pour avoir un enfant, on avait soit recours à l'adoption, il y avait plusieurs formes d'adoption, soit on avait recours à ce qu'on appelle un don de gestation, qui était une pratique assez courante en réalité à partir du Moyen-Âge. Je ne rentre pas dans le détail, vous pourrez retrouver d'ailleurs tous les détails de ce que j'évoque aujourd'hui dans le petit que sais-je que j'ai écrit sur la PMA et la GPA. La deuxième partie vraiment est une présentation à la fois historique et sociologique de la gestation pour autrui, avec une présentation de ce qui se fait dans un certain nombre de pays. Donc, premier point, le désir d'enfant, c'est vraiment quelque chose que rien n'arrête. Ça, c'est déjà la première chose qu'il faut voir. Ensuite, la deuxième chose qui me paraît très importante de comprendre, c'est qu'à partir du moment où on a une technique qui existe, comme les techniques de procréation médicalement assistée que nous connaissons maintenant en France depuis la fin des années 70, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles vont être utilisées. Donc, le mieux, plutôt que de les laisser être utilisées de n'importe quelle manière, il vaut mieux les encadrer. Et ces techniques, vous les connaissez. C'est
L'insémination avec donneur, aujourd'hui potentiellement connue, avec la nouvelle loi du 2 août 2021, c'est la fécondation in vitro, c'est le don d'embryons. Il faut savoir que les couples hétérosexuels dont les techniques de PMA aboutissent à la conception de plusieurs embryons peuvent donner un de leurs embryons à un autre couple infertile. Et c'est aussi la gestation pour autrui que vous avez très bien définie et qui est d'ailleurs définie par ailleurs par l'OMS comme étant une technique médicale de procréation médicalement assistée. Le troisième point qu'il faut avoir à l'esprit sur la question de la légalisation de la GPA, c'est que, en fait, toute loi est politique. Je veux dire par là que vous prenez n'importe quel texte de loi, qu'il s'agisse d'un texte de droit fiscal, qu'il s'agisse d'un texte de droit pénal ou d'un texte en droit de la famille ou en matière bioéthique, une loi est toujours le résultat d'une délibération du corps social à un moment donné, qui va être, quand je dis délibération, là nous sommes dans la délibération du corps social, qui peut-être à un moment donné va remonter auprès des femmes et des hommes politiques, qui ensuite le reprendront éventuellement dans leur programme, ce qui aboutira à un projet de loi ou à une proposition de loi qui sera adoptée par le Parlement et qui deviendra donc la loi. C'est donc un cheminement éminemment politique. Pour essayer d'aller un peu vite, parce qu'en fait je vois que je vais très... bref, il faut aussi avoir à l'esprit que qui est concerné par la gestation pour autrui? Des couples hétérosexuels, des couples homosexuels qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Combien de couples de Français ou de personnes résidant en France vont aujourd'hui à l'étranger pour fonder une famille grâce à l'aide d'une femme porteuse? On peut les évaluer globalement à quelques centaines, je dirais entre 500 et 1000 couples qui vont à l'étranger chaque année pour pouvoir fonder une famille grâce à la gestation pour autrui. C'est-à-dire en réalité un nombre de naissances qui est très peu important si on le compare au nombre de naissances en France qui doit être aujourd'hui de l'ordre de à peu près 760 000 enfants par an ou 750 000, j'ai plus le chiffre exact, mais on est vraiment dans ces eaux-là. Donc, c'est important d'avoir conscience du nombre de personnes concernées. Pour légaliser la gestation pour autrui, il y a 4 points que je vais aborder maintenant, qui ne sont pas des points juridiques, qui sont des éléments de réflexion. Le premier point, me semble-t-il, c'est qu'il faut sortir des postures idéologiques. C'est pour ça qu'à la question entre altruisme ou marchandisation, je réponds pragmatisme. Et qu'il ne sert à rien de caricaturer la gestation pour autrui en pensant que nous avons affaire à des parents d'intention qui sont d'affreux capitalistes qui vont exploiter une pauvre femme qui n'a pas son libre arbitre. Il faut arrêter de penser qu'on va acheter un enfant et il faut arrêter de penser que la femme porteuse est une pauvresse qui est exploitée par d'affreux capitalistes et qu'elle n'aurait pas son libre arbitre. La réalité, ce n'est pas cela. Le deuxième point qui me paraît important de souligner, c'est qu'on ne peut pas concevoir une légalisation de la GPA en France selon nos principes à nous, nos valeurs et nos critères médicaux, tant qu'on ne dit pas clairement qu'il ne peut pas y avoir de GPA sans le consentement libre et éclairé de la femme porteuse. C'est la pierre angulaire d'un système, ou en tout cas d'une légalisation de la gestation pour autrui. Il ne peut pas y avoir de GPA imposée. Et tant qu'on pense que la GPA va être imposée, alors évidemment ça ne peut pas fonctionner. Le troisième point qu'il faut voir, c'est que la réalité aujourd'hui, quand bien même vous avez un certain nombre de pays qui auraient émis une déclaration pour que tous les pays du monde interdisent la gestation pour autrui, c'est qu'en fait, ça ne correspond pas à la réalité très concrète de notre situation sur le plan juridique. C'est-à-dire que si même je prends uniquement l'Europe, vous avez un certain nombre de pays qui... Alors, la Belgique et les Pays-Bas ne l'ont pas légalisée mais ne l'interdisent pas. Ils la permettent dans un certain cadre médical. Vous avez des pays comme le Royaume-Uni, la Grèce ou encore le Portugal, voire aussi l'Ukraine, qui l'ont légalisé, c'est-à-dire qui ont défini un cadre légal
qui permet d'avoir recours à la gestation pour autrui. Et puis après, évidemment, quand on va en dehors de l'Union européenne, vous avez un certain nombre d'États au Canada et aux États-Unis qui l'ont aussi encadré, soit par des règles de loi, des règles générales, soit par la jurisprudence. Enfin, vous avez bien sûr d'autres pays comme la Russie ou l'Inde, mais je n'ai même pas envie de parler de l'Inde qui aujourd'hui n'est pas accessible aux couples de Français ou à des couples étrangers. La GPA en Inde aujourd'hui étant réservée aux Indiens. Donc c'est une réalité qui nous montre qu'il y a une variété de modes de conception, de légalisation de la GPA. Et en ce sens, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que la France pourrait parfaitement, non pas prendre un modèle d'un pays, mais voir quelles sont les meilleures pratiques pour encadrer en France le recours à la gestation pour autrui. Je vais prendre encore 3 minutes, même si je dépasse un tout petit peu mon temps, pour évoquer les arguments qui sont avancés pour s'opposer à la gestation pour autrui, qui, à mon sens, ne sont pas, ce sont des arguments qui sont les suivants. D'abord, on nous dit qu'il n'y a pas de droit à l'enfant. J'ai envie de vous répondre, bah oui, c'est vrai, il n'y a aucun droit à l'enfant. Avoir un enfant, ça n'est jamais un droit, c'est un fait. C'est-à-dire que, comme je le disais initialement, le désir d'enfant, c'est la chose la mieux partagée du monde et rien ne l'arrête. En revanche, la question de savoir comment un État protège l'enfant qui vient au monde, y compris par la gestation pour autrui, par exemple pratiquée à l'étranger, ça c'est de notre responsabilité, tout comme un enfant qui peut avoir été adopté à l'étranger. Ça fait partie de notre responsabilité. Comment on encadre juridiquement la protection de cet enfant. Nous avons en droit, bon, pour les juristes qui sont ici présents, nous avons le principe de l'indisponibilité du corps humain. On est tous d'accord, les principes de droit sont extrêmement importants, mais vous savez bien qu'à tout principe de droit, il existe des exceptions. Et donc, nous avons comme exception le don d'organes, le don de gamètes, le don d'embryons. Et donc, si nous légalisons la gestation pour autrui, ça veut dire ajouter une exception au principe de l'indisponibilité du corps humain avec le don de gestation. Ce qui peut tout à fait se concevoir, ça fait partie de la délibération et qui devrait être encadré. Donc, principe, exception. C'est la même chose pour le principe de l'indisponibilité de l'état civil. On nous dit principe de l'indisponibilité de l'état civil. Oui, certes, c'est vrai, mais vous le savez aussi bien que moi, ce principe connaît des exceptions. Nous pouvons changer de sexe, nous pouvons changer de prénom, nous pouvons changer de nom, qui sont pourtant des éléments de l'état des personnes. Il y a donc des exceptions et par voie de conséquence, rien n'interdit de trouver un mode d'établissement de la filiation qui d'ailleurs pourrait se rapprocher de celui qui a été mis en place dans le cadre de la loi qui a ouvert la PMA à tous les couples avec la reconnaissance conjointe qui pourrait être fait avant même la gestation pour autrui et qui ensuite au moment de la naissance permettrait que l'acte de naissance de l'enfant soit établi au nom des parents d'intention. On nous dit que la gestatrice subirait une violence morale, tout comme l'enfant qui serait issu de cette gestation. Ce n'est pas ce que les études, en tout cas dans les pays avancés, montrent, tout simplement. Vous avez, notamment en Belgique, vous avez le CHU Saint-Pierre qui, depuis la fin des années 97, donc, pratique des gestations pour autrui et suit les enfants qui sont nés de ces gestations pour autrui, tout comme il suit les mères porteuses qui ont accepté de pratiquer une gestation pour autrui. Eh bien, l'étude à la fois aussi bien de ces femmes porteuses que des enfants montre qu'il n'y a pas de souffrance morale dès lors que dans le pays où intervient la gestation pour autrui, c'est une pratique acceptée. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est la manière dont le corps social, dont une société accepte la gestation pour autrui. Merci Madame Métairie. Je vais terminer. Non, je ne vais pas terminer. J'ai encore énormément de choses à vous dire. Et comme j'ai été très longue, par la suite. Voilà, j'essaierai d'y revenir par la suite et de vous donner quelques pistes pour une éventuelle légalisation selon nos principes, nos valeurs et nos critères médicaux. Merci Madame Métairie. Madame Mirkovic, vous avez 13 minutes
pour vous exprimer à votre tour. Bien. Eh bien, merci à tous également d'être ici pour réfléchir ensemble à ce sujet donc, de la gestation pour autrui, la GPA. Alors moi, je ne parle pas en tant que praticienne, au contraire, je parle en tant qu'universitaire. Et comment est-ce que eh bien, je me suis intéressée à la gestation pour autrui? C'est de façon théorique pour réfléchir aux questions que justement les situations concrètes posées au droit. Et je pense que c'est justement le rôle du juriste et notamment du législateur que d'envisager les situations en prenant de la hauteur par rapport au cas particulier. Vous savez, c'est le rôle de la jurisprudence chez les Romains. Les jurisprudences, c'était les jurisconsultes qui discutaient des procès en dehors du prétoire et qui étaient censés justement être prudents parce qu'ils n'étaient pas concernés directement par le cas et qu'ils étaient à même de donner un avis qu'on espérait le plus pertinent et objectif possible. Voilà, et donc c'est pourquoi, eh bien, il me semble que sans porter de jugement sur les personnes qui peuvent faire ceci ou cela, eh bien, le rôle du juriste est de passer les actes et les demandes, les revendications, les désirs au crible justement d'une vision d'ensemble qui englobe, c'est la responsabilité du législateur, le respect des principes qui soutiennent le lien social et le respect des droits de tous, donc y compris des femmes en l'occurrence porteuses, des personnes qui sont en désir d'enfant et des enfants eux-mêmes. Alors, dans ce contexte, je vais juste donner quelques bribes d'éléments, de pistes de réflexion, puis évidemment, on pourra revenir sur certains points ensuite. Alors, en effet, il est nécessaire d'avoir en tête un petit peu les enjeux dans une vision globale, parce qu'il ne faut pas attendre des personnes qui sont en désir d'enfant, et très souvent en souffrance de ce désir d'enfant, d'avoir elles-mêmes le recul, le discernement, pour prendre leurs décisions en tenant compte de façon parfaitement équilibrée justement de tous les enjeux en cause. Et c'est pas, ce sujet-là n'a rien de spécifique, c'est vrai dans tous les domaines. Si on était tous capables d'agir en systématiquement tenant compte justement de tous les enjeux et des droits de tous, il n'y aurait pas besoin du code civil et il n'y aurait pas besoin du code pénal. Justement, la loi est là pour poser ce cadre et justement poser des limites, si besoin, aux désirs et aux projets des uns et des autres. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire en deux mots? Eh bien, pourquoi est-ce que je pense que... Alors, je ne sais pas les raisons pour lesquelles la loi française déclare illicite le contrat de GPA ne sont pas énoncées de façon explicite. La Cour de cassation, au fil du temps, a donné des éléments. Et donc, je ne pourrais pas dire les raisons pour lesquelles la loi française interdit la GPA sont celles-ci ou celles-là. Mais en tout cas, on peut essayer d'extrapoler et puis tout simplement de présenter quelques pistes de raisons pour lesquelles je pense que la loi française justement a raison de déclarer illicite le contrat de GPA et les raisons pour lesquelles il ne conviendrait pas de s'engager vers une légalisation. Alors d'abord, le contrat de gestation pour autrui est incompatible avec la dignité humaine. Alors on pourrait dire des choses sur la dignité des femmes et notamment sur leur consentement réel ou supposé. Je voudrais juste dire ici que quand une pratique est contraire à la dignité humaine, le consentement de l'intéressé importe peu. Le Parlement européen a qualifié cette pratique d'exploitation reproductive et l'exploitation consentie, d'une certaine manière, c'est la pire parce que la victime ne se plaint pas. Et je vous rappelle que le code pénal sanctionne de nombreux traitements en tant qu'incompatibles avec la dignité humaine. Alors, par exemple, de façon très éloignée de la GPA, les conditions d'hébergement ou les conditions de travail contraires à la dignité humaine, alors même que les victimes seraient éventuellement parfaitement consentantes. Et ce qui d'ailleurs peut être le cas. Donc la question du consentement n'est pas seule en cause, parce que comme a dit encore le comité d'éthique dans un autre domaine, c'est vrai que le consentement c'est vraiment la pierre de touche de l'éthique, mais il ne suffit pas à lui tout seul. S'il est nécessaire, il n'est pas suffisant à déterminer le caractère éthique d'une action. Bon, mais l'atteinte à la dignité humaine, elle est encore bien plus claire s'agissant de l'enfant, parce que l'objet du contrat, c'est de disposer d'un enfant. L'objet du contrat, ce n'est pas avant tout et seulement la gestation. Nous n'avons pas affaire, je pense, à un don de gestation, parce qu'imaginez une femme porteuse qui dirait au commanditaire « voilà, j'ai porté l'enfant, j'ai accouché, maintenant payez-moi ». On dirait non, on vous paiera lorsque le contrat sera exécuté, c'est-à-dire lorsque l'enfant aura été remis. Et c'est bien la remise de l'enfant
qui est l'objet du contrat qui n'est pas exécutée tant qu'elle n'a pas été accomplie. Et donc, le fait de remettre un enfant et de le recevoir, que ce soit à titre rémunéré ou non, eh bien, cela revient à disposer de l'enfant. Et la disposition, c'est la prérogative par excellence du propriétaire. Et c'est pourquoi eh bien, c'est incompatible justement avec la dignité humaine. Notre civilisation est fondée sur ce postulat qu'on ne dispose pas de nos semblables. Alors, il y a encore, qui est le principe même de la GPA, eh bien, l'organisation d'une atteinte à la filiation de l'enfant. En général, c'est plutôt la filiation maternelle qui est touchée, encore que les cas justement de gestation pour autrui aient aussi suscité des conflits de paternité. Hein. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Mais enfin, de façon habituelle, c'est la maternité qui est l'objet du contrat. On parle aussi de maternité de substitution et c'est pas pour rien. Et quel est le problème? Eh bien, c'est que le contrat de GPA répartit la maternité entre plusieurs femmes. C'est-à-dire qu'il y a la mère d'intention, celle qui est à l'origine du processus. Il y a la femme qui fournit l'ovocyte, une donneuse ou en général une vendeuse. Et puis il y a la femme qui est gestatrice, qui porte l'enfant et qui le remet après sa naissance. Et donc, quelles que soient les intentions qui peuvent être généreuses, bonnes, etc., la réalité, elle est celle-ci, c'est que ce contrat organise une implosion du concept de maternité et prive l'enfant de la possibilité de répondre à une question qui est quand même assez simple et qui est importante, qui est la mère? Et d'ailleurs, la diversité des réponses qui sont apportées par les juridictions en cas de conflit est révélatrice de la difficulté. Les juridictions américaines, en général, donnent plutôt la préférence à la mère d'intention. Les juridictions françaises, en cas de conflit, ont donné la préférence à la priorité à la mère porteuse qui s'était ravisée 4 ans plus tard. Et la diversité des législations qui ont tenté un encadrement de la GPA est aussi révélatrice. Par exemple, en Grèce, dans la législation grecque, la mère porteuse ne peut pas être la mère de l'enfant. Les commanditaires sont présumés les parents de l'enfant. Et cette présomption ne pourra être combattue que par la preuve qu'en fait l'enfant n'est pas issu de la GPA, donc concrètement que c'est l'enfant de la mère porteuse, alors qu'en Grande-Bretagne, eh bien, la loi permet à la mère porteuse de décider finalement de garder l'enfant et d'être sa mère. Et donc même les législations apportent des réponses différentes à cette question, qui est la mère? On pourrait également parler de la séparation de l'enfant, de la femme qu'il a porté à sa naissance, qui l'expose à ce choc traumatique qui est bien connu en psychologie, qu'on appelle la blessure d'abandon. Alors bien sûr, non pas un abandon au sens que l'enfant serait abandonné dans la rue. Au contraire, l'enfant, à peine sa naissance, il est accueilli par des bras aimants qui ne lui veulent que du bien. Mais ce concept d'abandon, c'est un abandon au sens que l'enfant est privé du seul univers qu'il connaît, celui de la femme qu'il a portée, et qu'il est situé de ce fait dans une situation dans laquelle lui-même est exposé à une angoisse existentielle qui relève de l'angoisse de mort, puisque à ce stade de sa vie, il ne fait pas la différence entre sa mère et lui, et si la mère n'est plus là, eh bien, il ressent une détresse existentielle qui pourra avoir pour lui des conséquences importantes. Alors, chacun réagit bien sûr différemment à ces différents points, et heureusement, il va de soi que nul enfant issu de GPA n'est condamné à rater sa vie. Et tant mieux s'il est possible de surmonter les épreuves et les difficultés. Mais enfin, le fait qu'on puisse survivre, surmonter et transcender des difficultés n'a jamais justifié de les imposer délibérément par contrat à un enfant qui lui-même, évidemment, ne peut consentir à rien. Alors, je voudrais faire quelques petites remarques pour finir mon temps de parole. C'est que certes, plusieurs des inconvénients que j'ai cités là existent en dehors des cas de GPA. Mais, et notamment, on a pu parler de l'adoption. C'est vrai que beaucoup d'enfants adoptés vivent des circonstances qui pourront ressembler à celles vécues par des enfants issus de GPA. Mais la comparaison s'arrête là, parce que l'adoption n'a jamais privé un enfant de quoi que ce soit. L'adoption, c'est une mesure, c'est une institution qui est au service de l'enfant et qui intervient au profit d'enfants qui ont été privés, ça oui, de quelque chose, à commencer par leurs parents biologiques, mais par les malheurs et aléas de la vie. Et l'adoption intervient après pour réparer tout ça. Alors elle le répare autant qu'elle le peut, mais elle intervient pour réparer. Alors que
ces inconvénients sont planifiés, sont organisés par le contrat de GPA. Il est tout à fait différent de réparer, compenser quelque chose que les malheurs de la vie suscitent ou de l'organiser délibérément par contrat ou même carrément par la loi. Deuxième remarque, on invoque l'intérêt de l'enfant justement pour que la justice ferme les yeux et régularise entre guillemets les situations issues de GPA. Mais ce qu'on régularise, c'est quoi? C'est la situation des commanditaires, des parents d'intention. Lorsque la Cour européenne des droits de l'homme nous dit qu'elle veut sécuriser la filiation de l'enfant, elle parle de la mère d'intention. Mais jamais elle ne parle de la maternité d'origine de l'enfant. Donc quand on parle de la maternité d'intention, c'est bien la maternité de l'adulte, le projet de l'adulte qui est sécurisé, qui est régularisé. Et la filiation de l'enfant, qui fait l'objet de droits par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme n'hésite pas à dire que la vie privée comporte un droit à l'identité, qui comporte le droit de connaître son ascendance et de la voir juridiquement reconnue. Ah bah tout ça, c'est complètement oublié quand on parle de GPA. Seuls comptent les parentés d'intention, donc c'est bien les situations des adultes en réalité qui sont régularisées. Cela dit, il faut reconnaître qu'une fois l'enfant issu né d'une GPA, eh bien, il n'existe plus de solution totalement satisfaisante. Malheureusement, il n'y a ensuite que des pis-aller Bon, on essaie de faire au mieux en fait dans l'intérêt de l'enfant. Et c'est la raison pour laquelle un engagement digne de ce nom du législateur et des États, c'est d'agir en amont pour qu'il n'y ait pas de GPA, ou en tout cas qu'il y en ait beaucoup moins. Parce qu'en effet, on ne pourra peut-être pas éradiquer totalement la GPA, comme on ne peut pas éradiquer beaucoup de choses. Mais il est possible de dissuader les gens d'y recourir, et on connaît le rôle pédagogique de la loi. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas d'enfants, ils savent que la GPA est interdite, mais ils voient tout le monde qui y recourt et personne n'est sanctionné, jamais. Et tout est régularisé. Il faut être extrêmement fort, justement, pour soi-même se dire, bon bah, je serai le seul à ne pas profiter de cette tolérance. Et par conséquent, une attitude responsable des pouvoirs publics serait justement d'adopter des mesures législatives ou ensuite, en exécution de la loi, des sanctions, de telle manière que les gens soient dissuadés de recourir à la GPA au lieu que ce soit aussi facile. Et à vrai dire, les premiers qu'il faut dissuader, ce sont les marchands de la GPA, les agences internationales qui viennent proposer les services de mères porteuses sur le territoire français à des Français pour réaliser des GPA à l'étranger. C'est un délit pénal, l'entremise en vue de la GPA, et pourtant ces sociétés viennent faire leur marché en France en toute impunité, jusque dans des salons comme au salon Désir d'enfant à Paris, ou des soirées organisées ici ou là. Alors, pour justement protéger efficacement les femmes et les enfants de la GPA, il faut arrêter d'accepter d'être mis devant le fait accompli, il faut avoir un petit peu plus d'ambition au profit de la protection de la dignité humaine, de la filiation, etc., pour justement faire en sorte que le recours à la GPA ne soit pas aussi facile et qu'il n'y ait plus cette complaisance pour recourir à cette pratique. Donc ça suppose d'adopter des mesures et en effet, comme cette déclaration de Casablanca qui a été évoquée le suggère, de prendre des mesures en droit interne, mais aussi d'engager les États dans une convention internationale. D'ailleurs, le comité d'éthique français en 2017, dans son avis sur le sujet, a appelé de ses voeux une démarche diplomatique de la France, qui ne voit pas le jour malheureusement. Le président de la République a dit à de nombreuses reprises que la GPA est à la ligne rouge qu'on ne franchirait pas, mais malheureusement, il n'y a pas de démarche en ce sens. Voilà, donc je m'arrête là, je vous remercie pour votre attention. Merci Madame Mirkovic. Alors, Madame Mécari, Madame Mirkovic a parlé de la dignité humaine, du fait que la GPA porterait atteinte à la dignité humaine. Qu'est-ce que c'est que ce concept qui suscite aussi des débats? Qu'est-ce que la dignité humaine et pourquoi est-ce vraiment la GPA ne porterait-elle pas atteinte à ce concept? Franchement, je crois qu'il faudrait peut-être 3 tomes d'ouvrages philosophiques pour définir ce que serait la dignité humaine. Donc je n'ai pas de réponse à cette question, mais je ne vois pas en quoi la légalisation de la GPA en France porterait atteinte à la dignité humaine, dès lors que vous avez un cadre qui est défini par la loi. Par exemple, rien n'interdirait de mettre en place une autorité publique qui serait chargée d'examiner les demandes des couples qui souhaiteraient pouvoir avoir recours à la gestation pour autrui. Au sein même de cette autorité publique, on pourrait très bien mettre en place un comité, entre guillemets, d'éthique qui serait composé à la fois de médecins, de psychologues, de parents d'intention, de mères porteuses
qui examinerait les demandes des parents qui souhaiteraient pouvoir fonder une famille grâce à la gestation pour autrui. On devrait s'assurer du consentement éclairé de chacun des protagonistes, s'assurer que la situation de la femme porteuse est une situation où économiquement elle n'est pas dans une situation de dépendance ou de demande ou de quête. Petite parenthèse, par exemple, aux États-Unis, vous avez en effet des cabinets d'avocats qui s'appellent des agences auxquelles des femmes souhaitant porter des enfants s'adressent. Un cabinet en moyenne reçoit 500 demandes par mois et après avoir examiné chacun des dossiers, en garde 5. Parce que vous avez toute une série en effet de femmes qui ne pourront pas remplir le critère de porter un enfant pour un couple. Ça ne se fait pas n'importe comment. Vous devez définir un âge minimum des protagonistes. Vous devez impérativement dire que la femme qui portera un enfant pour autrui, si elle en est d'accord, devra nécessairement avoir déjà eu des enfants, etc., etc. Et vous devez évidemment définir un mode d'établissement de la filiation qui permette à l'enfant d'être rattaché à ses deux parents d'intention. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me paraît... qui n'est en rien en contradiction, en tout cas à mon sens, avec la dignité humaine. Merci madame. Je vous en prie. Vous pouvez revenir sur ce qui a été dit, puis ajouter quelque chose sur cette dignité humaine et sur l'autorité de régulation que propose madame Micari. J'abonde dans le sens que la dignité humaine nécessiterait quelques tomes de réflexion et de discussion, mais enfin quand même, il y a un minimum. C'est que ce qui fait la dignité de l'être humain, c'est qu'il est une personne et qu'il n'est pas un objet dont on peut disposer. Et qu'on le veuille ou non, lorsqu'on dispose d'un enfant, puisque l'une le remet, l'autre le reçoit, on se comporte comme si on était les propriétaires de l'enfant. Alors ça ne change rien à la dignité intrinsèque de l'enfant en tant qu'être humain, parce que la dignité, nul ne l'attribue, donc nul ne peut la retirer. Mais en revanche, le traitement n'est pas compatible avec la dignité humaine. Et les tentatives d'encadrement, elles ne pourront pas y remédier malheureusement. C'est pas que ça m'amuse, moi ça m'amuse pas de débattre sur la GPA. Franchement, ma vie serait beaucoup plus simple si on pouvait encadrer une fois pour toutes la GPA et ensuite aller se promener le soir tranquillement au lieu d'en discuter. Hein. Mais pourquoi est-ce que la tentative d'encadrement ne suffit pas ? C'est parce que ce n'est pas telle ou telle modalité de la GPA qui pose problème, c'est le principe même de la pratique qui est incompatible avec la dignité humaine. Donc, il y a eu des tentatives pour ça, des travaux internationaux, doctrinaux. Tout à l'heure, on a parlé des experts de Casablanca pour l'abolition de la GPA, mais il y a aussi des travaux d'experts pour l'encadrement de la GPA. C'est par exemple les principes de Vérone, ou alors on a les travaux de la conférence de La Haye, qui travaille justement sur la reconnaissance des filiations issues de GPA, etc. Bon alors eux, ce groupe de travail a conclu au bout de 10 ans sur l'idée qu'il fallait créer un nouveau groupe de travail pour y réfléchir. Donc bon, très bien. Mais les principes de Vérone, c'est une espèce d'usine à gaz. D'ailleurs, le Conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine, il y a quelques années, s'était prononcé sur le sujet dans une délibération. Il dit, bon, si vous envisagez une légalisation, il faudra bien qu'une instance, justement, définisse les conditions auxquelles on pourrait parler de GPA éthique. Et il pointait justement la liste de toutes les difficultés qui étaient insolubles. Quel genre de critères permet de recruter des femmes porteuses pour autrui ? Est-ce que les commanditaires et la mère porteuse doivent se connaître ? Pour l'enfant, il semblerait que ce soit bien pour éviter la séparation, mais alors du coup, comment est-ce qu'on assure la gratuité ? D'ailleurs, est-ce qu'il faut rémunérer ou pas la mère porteuse ? Parce que certains disent, bien sûr que non, il ne faut pas la rémunérer. Mais d'autres disent, mais c'est justement quand elle n'est pas rémunérée qu'elle est exploitée. Elle rend un service qui mérite un salaire. Donc, vous voyez, en fait, tout est pratiquement insoluble. Et d'ailleurs, le Conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine terminait en disant, et c'est un petit peu le problème de toutes ces tentatives d'encadrement, c'est quid lorsque le cadre n'est pas respecté ? Parce que de deux choses une, même si on se résout à se dire, bon, on va encadrer la GPA pour limiter les dégâts, déjà, on ne limite rien du tout, parce qu'on n'encadre pas une pratique indigne. Bon. Mais si on s'y résout, que se passe-t-il si le cadre n'est pas respecté ? Soit, alors, du coup, on refuse de faire produire effet à cette GPA qui ne respecte pas les conditions, et on revient à la caisse départ, qu'est-ce qu'on fait des enfants, qu'est-ce qui se passe, etc. Tout ce qu'on voulait résoudre. Soit
tant pis, si le cadre n'est pas respecté, on utilise les mêmes ressorts qu'aujourd'hui, dans l'intérêt des enfants, on ferme les yeux, on régularise tout, et alors le cadre ne sert strictement à rien. Donc même d'un point de vue pragmatique, l'encadrement de la GPA, je le crains, est une illusion. Madame Merkovitch a dit quelque chose d'intéressant sur les contrats qui seraient gratuits ou onéreux. Madame Mécari, vous voulez une GPA dite éthique. Comment est-ce que ça se met en place? Comment est-ce qu'on peut envisager que la mère porteuse accepte gratuitement de porter l'enfant de quelqu'un d'autre? Alors d'abord, moi je pense qu'à toute question, il y a des réponses. C'est-à-dire qu'en fait, rien n'est jamais insoluble. Tout est une histoire, tout est une question de faire un choix. Donc rien n'est en réalité insoluble. Il faut faire des choix. Évidemment, Madame Mirkovic et moi-même, nous ne sommes pas d'accord sur les choix qu'il y a à faire. Mais ça ne veut pas dire que des choix ne pourraient pas se faire, justement, dans le cadre d'une délibération au sein du Parlement, de notre propre Parlement. Je me permets juste de rappeler, à titre d'information, que nous avons déjà eu des propositions de loi permettant de légaliser la GPA en France, et notamment 2 propositions de loi en janvier 2010, du 27 janvier 2010, déposées par les sénateurs, qui à l'époque étaient des sénateurs UMP. À l'époque, c'était une proposition de loi, 2 propositions de loi pour légaliser le recours à la gestation pour autrui pour des couples hétérosexuels. Donc ça a déjà été pensé. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas s'améliorer. Évidemment que ça va s'améliorer. Mais donc nous pouvons toujours faire des choix. Pour répondre à votre question, je vais vous citer en fait Françoise Dolto, qui était intervenue lors d'un colloque sur la bioéthique, colloque qui s'est tenu en 1985 sous l'égide de Badinter. C'était le premier colloque sur la bioéthique vraiment d'importance. Et lors des échanges entre la salle et les différents intervenants, a été posée une question à Madame Dolto sur la question de l'indemnisation ou de la rémunération de la femme qui porte un enfant. Et elle a répondu extrêmement simplement en disant la chose suivante. Lorsque l'on a une nounou qui prend en charge notre enfant, nous la rémunérons, nous l'indemnisons, enfin nous la rémunérons. Je ne conçois pas qu'on ne rémunère pas ou qu'on n'indemnise pas la femme qui aura pendant 9 mois porté l'enfant que nous allons élever. C'est une question d'évidence. Il doit y avoir une contrepartie parce que justement, c'est aussi le signe de ce que, à la fois, le travail de la femme porteuse est reconnu et il n'y a pas de honte à dire que c'est un travail dès lors qu'il est consenti, dès lors qu'il est souhaité, enfin voilà, qu'il n'est pas imposé, hein, nous ne sommes pas dans la servante écarlate, et que par ailleurs, c'est aussi une manière pour les parents d'intention de ne pas être dans une dette infinie. C'est ce qui permet, entre guillemets, de payer la dette et non pas de payer l'enfant, ce qui n'est pas exactement la même chose. Donc, je suis favorable, et d'ailleurs c'est ce qui se pratique dans tous les pays en réalité, c'est qu'il y a une indemnisation de la femme porteuse, de tout ce qui... il y a une indemnisation, peu importe la manière dont on l'appelle, rémunération, etc. Voilà. Mais ça me paraît être une évidence. Mais évidemment, ça ne doit pas se faire n'importe comment, parce que ça doit être, c'est pour ça que je dis que ça doit être encadré, et c'est pour ça que je dis, moi, c'est mon analyse, qu'il faut en passer d'abord par une autorité publique qui appréhende les demandes des parents d'intention. Je n'ai pas la même position, par exemple, que Daniel Borillo, qui lui, ou que Gaspard Koenig, qui eux sont pour du contrat, certes encadré par la loi, parce que c'est pas n'importe quoi, mais sans aucun contrôle. Je pense qu'il faut un contrôle, voilà, tout simplement. Et une dernière petite chose, Madame Mirkovic évoquait le fait que, et si on ne respecte pas le cadre qui a été posé par la loi, j'ai envie de vous dire, vous savez, c'est le problème pour n'importe quelle institution, hein. Si on ne respecte pas les règles du mariage, qu'est-ce qui se passe? Si on ne respecte pas les règles de l'adoption, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, nous avons bien un cadre pour l'adoption, nous avons bien un cadre pour le mariage. Donc, ce n'est pas le fait que l'on puisse éventuellement ne pas respecter un cadre qui devrait empêcher de poser d'abord ce cadre. Parce qu'il faut quand même savoir que les citoyens, dans leur grande majorité, ont plutôt le respect de la loi. Ils n'aiment pas faire ce qui n'est pas légal.
Parfois même quand vous avez des gens, enfin moi je sais que j'ai des gens qui viennent me voir, qui ont fait une gestation pour autrui à l'étranger, qui ignoraient même la manière dont le droit français allait appréhender l'enfant et comment on allait pouvoir reconnaître l'enfant. Donc, mais d'une façon générale, les gens aiment bien être dans les clous. Sinon, ils se sentent la plupart du temps coupables et personne n'aime se sentir coupable, à part les sociopathes. C'est vrai, à part les sociopathes. Ou les psychopathes, eux n'ont pas affaire à la culpabilité. Nous, si on est névrosé comme tout le monde, on a affaire à la culpabilité. Madame Berkovitch. Vous voulez poser une question? Je vous en prie, oui. Oui. On entend une question un peu après la discussion proprement dite, merci. Okay. Madame Mirkovitch, est-ce que la grossesse de la mère porteuse, c'est un travail comme une nounou garderait un enfant? Est-ce que ça nécessite rémunération? De quelle façon? Il y a un salaire ou bien est-ce que ce serait à titre d'indemnisation? Alors, comment voyez-vous ça? Pour moi, la question de la rémunération est secondaire. Le problème n'est pas de savoir si la femme est rémunérée ou pas, c'est ce qu'on lui demande. Et encore une fois, et puis si on veut voir ça comme un travail, même dans les pays où la GPA est encadrée, enfin, je veux dire, le contenu de la prestation qui est demandée à la mère porteuse, enfin, je ne sais pas comment elle passera le code de droit du travail en France. Parce que moi, je ne suis pas travailliste, mais enfin, ça me paraît quand même compliqué. Hein, donc, de toute façon, ça ne peut pas être considéré comme un travail comme un autre, parce que je ne vois pas comment ça pourrait être encadré par un contrat de travail qui respecterait les droits des salariés habituellement. Donc mais très franchement, c'est secondaire, parce que je suis d'accord sur le fait que, quitte à lui demander de fournir cette prestation, c'est presque d'une certaine manière encore pire de ne pas la rémunérer. Voilà, mais vous voyez, rémunérée ou pas, dans tous les cas, il s'agit d'utiliser donc cette femme pour porter l'enfant. J'estime que c'est une prestation qui ne se fait pas pour autrui et qu'on n'a pas à demander ça à une femme. Bon, mais surtout, en plus de ça, en ce qui concerne l'enfant, lui, on ne va pas parler de son consentement ou pas de son consentement. Et puis lui, c'est pas juste son corps qu'il prête ou qu'il loue, même 9 mois, même 24 heures sur 24, même avec plein de contraintes. Lui, c'est carrément sa personne qui est l'objet de la remise. Et par conséquent, s'il est rémunéré, si cette remise est rémunérée, l'enfant est, je suis désolée, il est vendu, hein. Je remets une chose, je la reçois moyennant une... Oui, mais il est traité comme tel. Il ne suffit pas d'affirmer ce n'est pas une chose. À l'époque où on vendait les esclaves, on avait beau dire c'est pas des choses, on les traitait comme s'ils en étaient. Donc les mots ne suffisent pas à transformer le réel. Et pour moi, le réel, c'est que l'enfant fait l'objet d'un acte de disposition. Qu'il soit à titre rémunéré ou pas, est pratiquement secondaire. Enfin, en tout cas, la rémunération ou l'absence de rémunération n'est pas l'élément le plus important à mes yeux. La solution n'est pas là, quoi. Oui, non, juste une chose, je voudrais juste rappeler, est-ce que nous avons choisi d'être là? Est-ce que nous savons ce qui a préexisté à notre naissance? Est-ce que ne nous a-t-on pas imposé notre naissance et nous ne connaissons pas ce qui s'est passé avant notre naissance, et il peut y avoir des histoires exceptionnelles. Non, mais vous n'en savez rien, donc personne ne choisit, aucun enfant ne choisit les conditions de sa naissance. C'est important de le rappeler. Voilà. Et après, nous sommes évidemment en désaccord, donc je vais pas rebondir une nouvelle fois. Je souhaite éventuellement... Enfin, je ne sais pas si... Allez-y. Je vous en prie. Non, mais s'il y a des questions de la salle, vraiment, j'ai... Il y aura pas de questions prévues après la discussion proprement dite. Ok. On sera d'ici un quart d'heure environ. Une question peut-être sur un peu plus juridique, mais que se passe-t-il si la mère porteuse refuse de donner l'enfant? Est-ce que, par exemple, est-ce que la mère porteuse, par son comportement, pourrait mettre en danger la grossesse? Par exemple, si elle prend des substances comme de l'alcool, si elle fume durant la grossesse et que l'enfant après a des séquelles, est-ce qu'il y aurait droit à une indemnisation des parents d'intention? Qu'en pensez-vous, Madame Mirkovitch? Alors, je vais. Non, mais c'est intéressant. Non, mais franchement, votre question, elle est intéressante parce qu'en fait, elle montre, comment dire, que ce sont des questions théoriques.
auxquelles, en réalité, la pratique a répondu depuis déjà très longtemps. Déjà, pour commencer, on ne va pas chercher une femme porteuse. Vous, madame, vous allez être femme porteuse et vous allez venir avec moi et on va vous utiliser. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Déjà, pour commencer, ça ne se passe pas du tout comme ça. La manière dont ça se passe... Alors, je vais vous raconter une GPA dont j'ai eu connaissance. C'est l'histoire d'un couple hétérosexuel français. La femme ne peut pas porter d'enfant, pour X raisons, peu importe. Et ils se mettent à chercher, ils découvrent qu'en Belgique, il y a le CHU Saint-Pierre qui permet d'accompagner en fait des GPA. Et ils discutent, etc. Et il se trouve que la sœur de la femme qui ne peut pas porter d'enfant dit à celle qui ne peut pas porter d'enfant, mais moi je vais porter un enfant pour toi. Voilà. Et ils discutent, enfin c'est vraiment, c'est pas, il n'y a aucune réification, c'est une histoire relationnelle. Il se trouve que là, c'est la sœur de la femme qui ne peut pas porter d'enfant qui, en effet, va faire toutes les démarches en Belgique où il y a toute une série, j'allais dire, d'examens à la fois médicaux, psychologiques, etc., pour que le projet soit accepté. Il a été accepté. La sœur a porté l'enfant. Toute sa grossesse a été faite en France. Elle a accouché en France. Et elle va apparaître sur l'acte de naissance de l'enfant avec le père, donc le mari de la femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Et la sœur va remettre l'enfant à sa sœur, tout simplement. Et ensuite, moi, je vais mettre en place une adoption simple de l'enfant du conjoint pour que l'enfant puisse avoir une filiation à l'égard de sa mère d'intention. Dans ce processus, personne n'a forcé la sœur à venir. Et c'est la même chose avec des mères porteuses qu'on ne connaît pas au départ. Et les femmes qui le font, en tout cas si je prends les exemples canadiens ou américains, le font parce qu'elles ont une certaine idée de venir en aide à quelqu'un, à un couple qui ne peut pas avoir d'enfant. Souvent parce qu'elles-mêmes ou dans leur famille, il y a eu des problématiques d'infertilité, qu'elles ont le sentiment qu'elles peuvent réparer ce qui s'est passé dans leur famille et qu'elles ont le sentiment de se sentir utiles. Et que portant un enfant pour autrui, alors, étant précisé, comme vous l'avez dit, que l'enfant a été conçu non pas avec les ovocytes de la femme porteuse, ce qui permet de ne pas se sentir être la mère de l'enfant, entre autres choses, elle porte l'enfant pour autrui. Autrui étant le couple de parents d'intention. Et donc le cas que vous évoquez aujourd'hui, je n'en connais pas. Enfin, il y a peut-être 30 ou 40 ans, il y a eu certains procès qui ont défrayé la chronique, dont on a tiré les conséquences, en effet, pour dire maintenant on ne fait plus de gestation avec les ovocytes de la femme qui porte, il y a toujours une donneuse d'ovocytes. On a un suivi psychologique, etc., etc. Et la femme qui porte l'enfant sait très bien elle ne veut pas de cet enfant. Elle le fait dans un geste de don de gestation pour un couple particulier qu'elle a choisi. C'est elle qui l'a choisi. Il y a beaucoup plus de demandes de couples d'intention que de femmes qui acceptent de porter des enfants. En tout cas dans les pays où la GPA est encadrée d'une manière claire, transparente, que je qualifie d'éthique en fait. C'est-à-dire tout le monde sait la place de chacun. Et c'est pas une aventure, enfin c'est pas je vais dans un supermarché, soudain j'ai l'idée, je vais dans le supermarché, j'achète l'enfant, etc. Non, c'est des processus qui mettent en jeu des relations complexes entre une femme porteuse, un couple qui aboutira à la naissance d'un enfant, qui vont durer 2 ans. Ça se fait pas en 2 secondes. Donc, voilà, je n'ai pas de cas, je n'ai pas entendu de cas depuis vraiment 15 ans, 20 ans, d'une mère porteuse qui refuserait d'une femme porteuse qui refuserait de remettre l'enfant aux parents d'intention. En revanche, exemple, GPA illicite pratiquée en France. Là, il n'y a pas de cadre. Un couple hétérosexuel va chercher sur Internet une femme qui veut bien porter un enfant pour eux. Ils le trouvent. Ils se débrouillent, ils font affaire, etc. La femme tombe enceinte avec une PMA artisanale.
mais ce sont les ovocytes de la femme en question. La grossesse se passe bien et puis au moment de la naissance, juste avant la naissance, la femme porteuse va dire à l'hôpital qu'en réalité, elle est retenue par le père et qu'il faut l'exfiltrer, qu'il faut qu'elle aille accoucher ailleurs. Elle accouche ailleurs. Elle donne naissance à l'enfant. Elle lui donne son nom. Elle choisit son prénom, indépendamment de ce qui avait été convenu. Donc elle est la mère de l'enfant. Et le père et son épouse n'ont que leurs yeux pour pleurer en réalité. Donc c'est là où il y a... Pourquoi je plaide entre guillemets pour une légalisation, c'est que c'est l'absence de cadre légal qui crée l'exploitation, mais non pas l'exploitation de la femme porteuse. Non, non, c'est l'inverse en réalité, parce que c'est vraiment la femme porteuse qui souvent est la mère porteuse qui a le pouvoir à l'égard des parents d'intention. Et vous avez évoqué l'affaire qui a été... dans le cadre de laquelle la mère porteuse a, pour le coup, monnayé à 3 couples différents le bébé qu'elle portait, qui n'était le bébé que du premier couple, à qui elle a annoncé en réalité que l'enfant était mort, etc. Enfin bon, donc ça c'est voilà, ça c'est le chaos de l'illégalité et de l'absence de règles en fait. Donc moi je préfère franchement que les couples hétérosexuels ou homosexuels aillent à l'étranger dans des pays où c'est cadré pour le moment et où les choses vont se passer correctement plutôt que les gens fassent des GPA ici, dans un cadre qui n'existe pas et qui donc met tout le monde en péril. Qu'est-ce qu'elle va raconter la femme qui a accouché en ayant dit qu'elle était séquestrée par le père et qui ensuite est partie dans sa province de son histoire? Qu'est-ce qu'elle va lui raconter? Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on a affaire à une GPA qui a été faite dans un cadre légal à l'étranger. Merci madame. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, c'est que l'ovocyte différent permettait qu'il n'y ait pas d'attache entre la mère porteuse et l'enfant. Le don d'ovocyte, oui. Et le don d'ovocyte. Et madame Mirkovic, que pensez-vous de ça? Ne pensez-vous pas que la grossesse crée un lien aussi différent avec l'enfant au-delà de la simple différence d'ovocytes? Alors je ne sais pas jusqu'à quel point est-ce que la femme peut s'empêcher de s'attacher à l'enfant qu'elle porte, mais enfin imaginons que ce soit possible. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'enfant, lui, n'a pas cette possibilité-là. Parce que pour l'enfant, s'attacher à la femme qui le porte est un processus naturel dont il n'est pas le maître. Et par conséquent, lui, il sera attaché, quels que soient les arrangements des adultes entre eux sur le sort de cet enfant. Lui, il naît en état d'attachement à la femme qu'il a portée. Et ça, on n'y peut rien. Alors, est-ce qu'il va pouvoir se remettre d'avoir été séparé d'elle? Bien sûr, j'espère pour lui, surtout si y a un travail qui est fait sur ce point. Mais encore une fois, ça n'est pas une raison pour le mettre dans cette situation-là. Alors sinon, les femmes porteuses qui refusent de remettre l'enfant, ce ne sont pas du tout seulement des femmes porteuses dans des situations illégales. Parce que je ne sais pas si vous ne connaissez pas de cas, mais en tout cas, il y en a quand même un qui a été jugé par la Cour européenne des droits de l'homme l'année dernière, en 2022, qui se passe en Grande-Bretagne, où la GPA est légale, justement. Et dans le cadre d'un arrangement légal, passé en conformité à la loi, eh bien, la mère porteuse et son mari ont voulu garder l'enfant, alors que le couple d'hommes qui avait commandé l'enfant le réclamait. Donc, cette situation se produit aussi lorsqu'il y a un encadrement. Donc, l'encadrement, malheureusement, encore une fois, c'est pas que ça m'amuse de dire ça, mais l'encadrement qui est là justement pour remédier à tous les problèmes, en fait, il n'y parvient pas et c'est bien normal. Parce que, encore une fois, le problème, c'est la pratique elle-même, quelles que soient les modalités. Et puis, certes, on peut imaginer que les couples en désir d'enfant, enfin les couples ou les célibataires d'ailleurs, parce qu'on connaît assez de célébrités, des personnes seules qui ont recouru à la GPA. En réalité, il y a tous les profils de clientèle, mais bon, peu importe. On peut imaginer qu'il n'est pas la démarche d'aller dans un supermarché, mais c'est très difficile de ne pas tomber dans ce piège-là, parce qu'à partir du moment où on commande un enfant, où on attend cet enfant qui va être remis et qui a un contrat, c'est très difficile de ne pas avoir une attente de résultat. Et d'ailleurs, au Salon Désir d'enfant, la commerciale d'une clinique de GPA ukrainienne a répondu à un grand sourire à une personne qui lui demandait « Mais comment est-ce que vous garantissez l'enfant sain, SAIN ?» C'était la formule premium de GPA, la formule de luxe. Et donc, elle a répondu « Mais en fait, pas de problème, c'est-à-dire que si l'enfant est handicapé, s'il ne vous convient pas, il ira à l'orphelinat et on vous refera une GPA gratuite. »
Voilà, donc c'est le genre de choses qui se fait, et c'est pas parce que les gens sont méchants, c'est parce qu'à partir du moment où on rentre dans ce processus, justement, dans cette démarche de commander l'enfant, même si ça n'est pas l'intention, on se retrouve très vite piégé par les différentes possibilités qui sont offertes. Et la loi du marché, eh bien c'est ça. Et l'encadrement ne remédie pas à tous ces problèmes. Merci Madame. Madame Mekkari, vous pouvez réagir à ce qu'a dit Madame Mirkovic sur l'encadrement et sur est-ce que vraiment, s'il n'y a pas d'encadrement, l'enfant ira dans un orphelinat? Est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi d'empêcher cette forme d'eugénisme? Excusez-moi, mais oui. Si on définit, si on légalise, je ne parle pas de ce qui se passe en Ukraine ou en Russie, qui à mon avis ne sont pas des exemples à suivre. J'ai commencé par dire qu'il y a une diversité de modalités d'encadrement de la gestation pour autrui. Il faut donc regarder où sont les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on peut prendre des bonnes pratiques et pour se les approprier. Voilà. Et donc, sur la question de la malformation, en principe, vous avez quand même un certain nombre d'examens médicaux qui vous permettent de savoir ce qu'il en est. Et oui, en effet, c'est à la femme porteuse de décider si elle garde l'enfant ou si elle ne le garde pas. Et oui, c'est en effet à elle de faire ce choix. Ça lui appartient, on ne peut pas la forcer avec la conséquence que ça a ou la conséquence que ça n'a pas. Mais ce sont des situations absolument exceptionnelles. Donc, on ne va pas prendre une exception pour dire on ne légalise pas. On regarde beaucoup plus la situation d'une manière générale pour dire on doit légaliser. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand je vous dis qu'entre altruisme et marchandisation, moi je choisis le pragmatisme, dans les 10 ans à venir, ce qui va se produire, non pas parce que... comment dire? Ce qui va se produire, c'est que comme nous sommes tous confrontés aux problématiques, on va dire, de dérèglement climatique, de perturbateurs endocriniens, vous allez voir que les questions d'infertilité masculine, qui sont déjà très importantes, très importantes, que les problématiques d'infertilité féminine vont augmenter et que donc vous aurez en effet plus de couples hétérosexuels qui vont avoir besoin de se faire aider pour fonder une famille. Alors après, évidemment, on peut toujours poser la question, est-ce que c'est légitime le désir d'enfant en tout temps, en permanence? Mais ça, moi, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Et d'ailleurs, je n'y réponds pas, c'est les gens qui y répondent. Donc, ce que je pense fondamentalement, c'est que, qu'on le veuille ou non, la gestation pour autrui devra être légalisée pour faire face, en effet, à une certaine demande. Et ce n'est pas moi qui le souhaite particulièrement, mais c'est vraiment ce que je vois dans les 10 prochaines années. Aujourd'hui, il n'y a pas de volonté politique pour légaliser la gestation pour autrui, il faut être très clair. Ça n'existait ni sous François Hollande, ni sous Macron 1, ni sous Macron 2, très clairement. Mais je sais, même si ça peut déplaire, que c'est quelque chose qui va advenir. Et ça arrivera plus rapidement qu'on ne l'imagine même encore. Et ça peut déplaire, je comprends, je le conçois. Mais voilà. Mais c'est vrai. Non, mais... Il y aura des questions ok, après, d'accord. madame. Excusez-moi, je vais... Alors, je vous en prie, madame. Bah voilà, vous voyez, j'ai bien senti. Mais c'est sûr qu'il y a une demande, mais je pense très franchement que la demande, elle est alimentée par la complaisance et la complicité que l'on nourrit à l'égard de la GPA. Parce que déjà, renoncer à un enfant si on ne peut pas en avoir, si on n'est pas dans la situation, c'est déjà difficile. Mais renoncer à un enfant alors qu'on pourrait en plus et qu'on nous offre la possibilité, c'est quasiment inhumain. Et donc c'est pourquoi c'est justement le rôle de la loi de mettre le cadre, et le cadre, c'est le respect de tous, du plus faible des enfants, et donc c'est incompatible avec la GPA. Mais cette demande, elle est alimentée, c'est parce qu'il y a des publicités, des offres sur Internet, c'est parce qu'il y a des soirées de promotion organisées où on peut rencontrer les commerciaux des sociétés américaines, je ne vous parle même pas de l'Ukraine, des sociétés américaines et canadiennes, c'est parce que lorsque on va à l'étranger, se procurer un enfant par GPA, quand on revient en France, on n'encourt absolument aucune difficulté, aucun problème, aucune sanction. C'est en raison de tout cela que le marché est alimenté et que la demande existe et grossit. La demande, elle existera toujours. Je veux dire, on n'arrivera pas, en effet, je pense qu'il y a des choses
qu'on ne peut jamais éradiquer totalement, mais en tout cas qu'elle existe à ce point et que tant d'enfants en fassent les frais, ça, je pense que c'est vraiment inadmissible au XXIe siècle. Alors juste rebondir quand même, vous avez d'ailleurs cité les derniers sondages d'opinion qui montrent que plus de 71% des Français sont favorables à la gestation pour autrui pour les couples hétérosexuels et un petit peu moins pour les couples homosexuels, 57%. Ça dit quelque chose de ce que notre société, elle est prête aussi à accepter à plus ou moins long terme. Voilà, donc bon, après on peut rester sur des postures. Il me reste du temps de parole ou pas? Oui, il reste, mais j'aurais une question. Non, mais juste sur les sondages. C'est-à-dire qu'en fait, les sondages, évidemment que si on demande aux gens dans la rue, est-ce que vous trouvez qu'il faut légaliser la GPA qui permet à des gens en souffrance d'avoir un enfant et d'être heureux, tout le monde va dire oui. Non. En revanche, si on demande est-ce que vous voulez légaliser une pratique qui va organiser la conception d'un enfant en laboratoire pour le séparer de sa mère de naissance et le remettre à des demandeurs, je ne suis pas sûre qu'on ait les mêmes réponses. Oui. Mais bien sûr, c'est vrai. Enfin, c'est tout. Mais non, parce on sait bien qu'on peut aussi susciter des réponses. Ce que vous oubliez, c'est qu'en fait, chacun d'entre nous, on a affaire à des problématiques d'infertilité et que bon nombre de Français, ils sont confrontés, pas forcément à titre personnel, mais dans leur famille et que ça fait partie avoir un enfant, c'est quand même quelque chose de... Enfin, je sais pas, c'est normal, c'est naturel, c'est ce que globalement tout le monde a envie, même si je constate aujourd'hui qu'on a un petit reflux d'un certain nombre de personnes qui ne veulent plus du tout avoir d'enfants. Mais quand même, pour tout le monde, c'est bien d'avoir des enfants, quoi. On perpétue notre société, on paye notre dette à l'égard de nos propres parents, c'est notre continuité. Si on laisse rien sur terre, au moins on laissera des enfants. Ah mais ça c'est vrai que c'est fantastique d'avoir des enfants, mais ce désir ne peut pas être satisfait à n'importe quel prix, surtout si le prix est payé au mépris des droits de l'enfant en question. Voilà, merci mesdames, ce débat est maintenant terminé. Il faut passer à un temps de questions-réponses avec le public. Je sais pas si vous aviez une question. Évidemment. Alors faut que vous parliez fort parce que nous on a la vaisselle en bas, donc ouais. Comment est-ce qu'on peut dans un même système juridique concilier le fait qu'il soit illégal de recourir au service d'une femme pour une demi-heure de relation tarifée et en même temps qu'il soit parfaitement légal de recourir à 9 mois de grossesse qui font aussi appel au corps de manière aussi complète. Mais excusez-moi, j'ai pas compris. Je vais la répéter la question. Vous me demandez si, en fait, comment se fait-il qu'il soit interdit dans notre société d'avoir recours à la prostitution? C'est ça, voilà. C'est les clients qui n'ont pas le droit d'avoir recours à des prostituées, mais les femmes ou les hommes peuvent se prostituer en réalité. C'est pas une infraction, c'est plus une infraction. Et vous me demandez la comparaison avec la GPA qui est interdite en France, mais dans les deux cas sont interdits, donc je ne comprends pas bien. En fait, elle demandait comment ce serait possible de tarifer la GPA tout en maintenant l'interdiction. Parce que ça n'a rien à voir, tout simplement. Voilà, c'est pas de la prostitution. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas deux choses qui sont comparables, tout simplement. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je ne peux pas vous répondre autre chose. Sur en termes physiologiques, Ah mais non, mais d'abord, déjà, moi je considère qu'en réalité, on ne devrait pas sanctionner les clients et on ne devrait pas sanctionner les prostituées. Les prostituées ne sont pas sanctionnées. Elles ne sont pas... Donc voilà. Si vous voulez faire une véritable analogie, donc en fait, si on légalise, bien que je n'aime pas cette analogie, la femme dispose de son corps. Elle en dispose pour pouvoir avorter, elle en dispose pour pouvoir donner naissance. Ah mais moi, je suis pour la dépénalisation des clients. Je pense que ce n'est pas la bonne solution par rapport à la prostitution. C'est une fausse bonne solution. Parce que vous savez en réalité ce que ça a créé. Ça a créé en réalité le fait que vous ne voyez plus la prostitution dans la rue. Elle se passe sur Internet de manière cachée. Et que là, les femmes ou les hommes qui se prostituent, en fait, sont livrés à l'éventuelle violence de clients, tout simplement. C'est masqué. Ce n'est pas la bonne solution. Sans parler des processus pour sortir de la prostitution qui ne sont pas à la hauteur. Pardon ? Parlez plus fort, madame, si vous voulez, c'est une question. Et par ailleurs, sans parler... Enfin, voilà. Mais ce n'est pas comparable. Vous ne pouvez pas comparer,
quelques minutes avec le fait de rentrer en relation avec quelqu'un qui va vous aider à avoir un enfant et qui va être dans une relation que vous ne pouvez même pas imaginer pendant 2 ans. Ça n'a rien à voir. Du point de vue de la femme qui porte l'enfant, c'est 9 mois d'impact Oui. versus... Oui, je suis d'accord. Mais elle fait. Mais qui vous êtes? Qui sommes-nous pour lui dire non, t'as pas le droit de le faire? Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ce soit cadré. Mais il y a plein Vous savez, je vais vous dire un truc. Oui, je comprends. Mais vous savez, dans le droit, il y a plein d'incohérences. Ça ne sera pas la première, ça ne sera pas la dernière. Alors, il va falloir, dans ces cas-là, supprimer un certain nombre d'infractions dès lors que les victimes sont consentantes. Tout à l'heure, j'ai parlé, pour reprendre celle-là, des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine. Si l'intéressé est satisfait et content de travailler dans ces conditions-là ou d'être hébergé dans ces conditions-là, après tout, qui sommes-nous pour aller lui dire que c'est contraire à sa dignité? C'est vrai que le lien social, quand même, va pas forcément en ressortir amélioré, parce que la vie en société suppose qu'on définisse aussi collectivement les limites, quoi. Oui, mais sauf que le problème, c'est que vous voyez la GPA comme étant une atteinte à la dignité humaine, alors que moi, je ne vois pas la GPA comme étant une atteinte à la dignité humaine. Donc déjà, on n'est pas d'accord sur le fait qu'il s'agirait d'une atteinte à la dignité humaine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce n'est pas parce qu'on met en place une législation qu'il y a un effet domino sur d'autres législations. Enfin, je veux dire, c'est comme de dire ouvrir la PMA, ça va ouvrir nécessairement la GPA. Non, ça n'ouvre pas nécessairement la GPA. Un exemple, l'Espagne a ouvert la PMA à toutes les femmes, mais en revanche interdit la gestation pour autrui. Donc il n'y a pas d'effet domino. Ça ne fonctionne pas comme ça. Non, mais c'est vrai que c'est des choix politiques. C'est-à-dire, c'est vrai, ce sont des choix de notre société. Mais c'est vrai que c'est quand même intéressant de trouver un petit peu de cohérence, parce que c'est vrai que quand le droit est incohérent, du coup, on est obligé d'avoir une législation complètement invasive, qu'on n'a plus de principes. S'il n'y a que des règles qui se contredisent les unes avec les autres, il n'existe plus de principes qui gouvernent un petit peu le tout. Et c'est une société des cas juxtaposés les uns à la côté des autres. Et voilà, en termes de lien social, je pense que on perd au change, vraiment. Ce n'est pas à l'enseignante que vous êtes que je vais rappeler qu'il existe des principes de droit et qu'il existe des exceptions, comme je l'ai développé tout à l'heure. Donc, ce n'est pas une histoire de cohérence globale, ce n'est pas comme si nous étions dans une cathédrale où tout devrait être à sa place. Le droit, ce n'est pas ça aujourd'hui, très clairement. Il y aura la place pour la légalisation de la gestation pour autrui en conformité avec nos valeurs, avec nos principes juridiques et selon nos critères médicaux. Ça va être dur. Non. Y a-t-il d'autres questions dans le public? Oui. J'ai une question qui s'adresse à vous deux. Aux États-Unis, certains employeurs proposent à leurs salariés femmes d'avoir recours à des gestations pour autrui pour éviter qu'elles se mettent en congé maternité en portant un enfant. Est-ce qu'on doit avoir là une hiérarchisation du travail, même de la valeur des femmes, dans le sens que des femmes seraient bonnes, entre guillemets, à rien d'autre que porter des enfants, et elles devraient s'atteler à ça afin de permettre aux autres de travailler? Est-ce que vous pouvez me donner le nom de l'employeur? Non? D'où vous avez trouvé cette information? D'où ça sort? Vous savez d'où ça sort? Moi, j'ai jamais entendu parler d'une chose pareille, très clairement. Donc, non, les ovocytes, vous pouvez congeler. Mais bien sûr, mais sur ce que vous racontez, moi, je veux la source, parce que je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc, véritablement. Un employeur qui vous impose d'avoir recours à la gestation pour autrui, mais c'est direct, mais je quitte cet employeur dans la seconde, enfin. Je pense que en fait, vous faites allusion plutôt aux propositions faites par certaines entreprises à leurs salariés de congeler leurs ovocytes. Ah, c'est pas la même chose. De manière à différer leur maternité plus tard ou à un autre moment, un meilleur moment. Mais éventuellement, si on pouvait reposer la question, mettant au conditionnel. Si un employeur proposait ça à ses employés, enfin, je sais pas si vous voulez, quoi, mais c'est vrai que là, on est dans les suppositions. Et j'imagine mal quelques régimes juridiques dans lesquels on pourrait imposer ça, déjà, ça c'est sûr. Et ne serait-ce que rien que le proposer, pour moi, c'est la même chose que de proposer de congeler les ovocytes. C'est une fausse générosité. C'est que si ça existait, ce serait une manière, en réalité, de culpabiliser la femme qui choisirait d'avoir une grossesse. C'est une atteinte à la vie privée, essentielle.
Non, mais qu'elles le diffèrent. Qu'elles le diffèrent par choix. Non, mais elles font leur choix. Voilà, tu vois. Donc, il y a une différence entre moi, je fais mon choix et on m'impose ou mon employeur veut. C'est ça, ce n'est pas acceptable, enfin. Y a-t-il une dernière question? J'aurais une question pour nos deux intervenantes. Alors, c'est pour citer Oppenheimer, je crois, est-ce que la science n'aurait pas dépassé notre humanité? Est-ce qu'on ne serait pas face à un train en marche qui est impossible d'arrêter? Est-ce qu'on ne pourrait pas finalement... est-ce qu'on peut faire quelque chose face à cette science qui écarte toujours plus loin notre nature? Ouais, notre nature, vous savez, bon, on est bien heureux d'avoir la science, ce qui nous permet de guérir des cancers et toute une série de choses qui n'existaient pas avant. Si je me contente uniquement aux techniques de procréation médicalement assistée, le fait est qu'aujourd'hui elles existent, qu'on les maîtrise vraiment très bien et qu'elles ouvrent des possibles qui deviennent notre nature aussi. Hein, les techniques de PMA, bon, elles étaient là au départ pour pallier l'infertilité. Elles n'ont jamais soigné l'infertilité. Ça la soigne jamais. Bon, elles sont là. On n'a jamais vu une technique découverte et pas être utilisée. Donc, pour moi, il vaut mieux vraiment l'encadrer. Voilà, c'est ça en fait. J'ai vraiment foi en l'encadrement par la loi. C'est la moins pire des solutions. Bon, alors déjà, moi, je ne pense pas que la GPA soit une technique scientifique de pointe. En fait, en réalité, le côté scientifique, même lorsqu'il y a une fécondation in vitro et un transfert d'embryon, est quand même déjà largement éprouvé. Donc, c'est pas tellement qu'on soit dépassé par la science, c'est que c'est le désir individuel qui dépasse la prise en considération des droits de tous, pour moi. Et est-ce qu'on peut arrêter le train? Bien sûr qu'on peut arrêter tous les trains. Je veux dire, il n'y a pas de marche de l'histoire. On arrête les trains qu'on veut. La société est libre. Nous sommes libres et responsables de nos décisions dans ce domaine comme dans d'autres. Et je ne crois pas que rien ne soit écrit à l'avance. Tout ça, c'est une question de volonté politique. Le droit, ensuite, il peut être le bras armé de la justice ou alors le bras armé des désirs individuels, éventuellement en contradiction avec la justice pour tous. Bon, mais non, il n'y a... En la matière, rien n'est écrit à l'avance. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on débat ici. C'est parce que, justement, tout est à écrire. Merci beaucoup. Merci à nos intervenantes. Merci à vous. Merci à tous d'être venus ce soir.